Merci, Monsieur le Président. Merci à la Société marocaine de pédiatrie pour l'invitation. Rapidement, sur le plan classification, on parle de traumatisme crânien léger quand vous avez un score de Glasgow entre 13 et 15. Modéré quand le score de Glasgow est entre 9 à 12. Et c'est sévère ou grave quand le score de Glasgow est à 9. Donc ça, c'est la définition qu'on va adopter. Sur le plan épidémiologique, il y a quelques données américaines. C'est 600 000 visites aux urgences, 60 000 hospitalisations et 6 000 décès par an. C'est heureusement 80% c'est léger, 10% c'est grave et 10% c'est modéré. Chez les enfants d'âge préscolaire, souvent c'est les chutes et les défenestrations. Par contre, chez les enfants un peu plus grands, c'est les chocs contre piétons et véhicules légers. Chez les adolescents, pareil que chez l'adulte. Chez les enfants de 5 à 15 ans, le pronostic il est meilleur que l'adulte. Par contre, chez les enfants moins de 2 ans, et en particulier chez les enfants moins d'1 an, le pronostic est le plus sombre. La mortalité des traumatismes crâniens graves, elle est 25%, et souvent c'est une mortalité précoce. 50% de mortalité, c'est les 12 premières heures, et la cause principalement, c'est neurologique, les engagements. Ça, c'est quelques données locales de services de réanimation pédiatrique. Un travail sur 7 ans, on a recensé 162 patients graves. Je parle de trauma crânien grave parce qu'on n'admet que les cas graves. L'âge moyen de nos enfants, c'était 7 ans, mais il y a des extrêmes de 4 mois à 15 ans. Et le mécanisme le plus fréquent, c'est beaucoup plus les AVP. Le mécanisme le plus important, c'est les AVP. Le deuxième élément très important, c'est le délai de consultation. On a dit que la mortalité précoce elle est importante et on voit que quand même pas mal d'enfants qui consultent après 6 heures. Le deuxième élément, c'est le score de Glasgow. Donc on ne reçoit que les cas graves. Il y avait quand même 21% d'enfants qui avaient un score de Glasgow entre 3 à 5 et 69% entre 6 à 8. Les autres, c'est des patients intubés ventilés. L'autre élément aussi, souvent, c'est associé. Le trauma crânien chez l'enfant, souvent associé. On voit que le traumatisme crânien grave, associé principalement à des traumatismes thoraciques. Les enfants qu'on reçoit, 30% déjà, ils sont en hypoxie. Ça, c'est important. Et le deuxième élément, l'hypotension. On sait que l'association hypoxie-hypotension aggrave le pronostic. Les séquelles neurologiques, à peu près 30 enfants sur 169 sortaient avec des séquelles, en particulier, parmi les séquelles, il y avait l'état végétatif. Et les décès, on avait 24% de décès. Sur les 126, il y avait 39 enfants décédés. Sous un autre angle d'accidents domestiques, je sais qu'il y a un travail, il y a une présentation sur les accidents domestiques, donc une thèse qui vient d'être soutenue. Parmi les accidents domestiques, il y avait les 200, c'est un travail sur 2 ans, 223 accidents domestiques, et parmi ces accidents domestiques, il y avait 25 traumatisés. Et parmi les traumatisés, il y avait principalement les traumatisés crâniens. 88% d'accidents domestiques parmi les traumatisés, c'était des traumatismes crâniens. On comprend que parmi les causes, bien sûr, c'est sans véhicule, l'utilisation de téléphone, parfois les accidents domestiques. Donc il y a souvent à Marrakech une des causes, les chutes des escaliers, mais il y avait des maisons sans garde-corps. Souvent, c'est ça. Et même cette garde-corps, est-ce que c'est logique de mettre des barres comme ça horizontales ou il faut mettre les barres verticales? Ça, c'est dangereux comme garde-corps. Puis après, un des accidents domestiques, c'est en milieu rural, c'était les chutes des lieux élevés, notamment les chutes de falaises. Et puis après, maintenant, l'actualité, c'est les trottinettes. Puis pour passer au traumatisme crânien léger, il y a une question, c'est un enfant, je pose cette question, un enfant d'1 an s'est présenté à la clinique après être tombé d'un canapé et avoir atterri sur la tête.
À la clinique, l'enfant était asymptomatique et se comportait normalement. Cet enfant a besoin d'une imagerie. Si oui, est-ce qu'il faut faire une radio du crâne ou un scanner? À votre avis, rapidement, quelle est votre conduite? Surveillance à domicile, à l'hôpital? À domicile. Je suis d'accord. Donc finalement, on aborde maintenant le traumatisme crânien bénin. Le traumatisme crânien bénin, par définition, c'est 13 à 15e. Le danger de traumatisme crânien bénin, 10% en des lésions intracrâniennes. Même si c'est 13-15e, 10% en des lésions intracrâniennes. Et 1% nécessite une intervention chirurgicale. Donc on a besoin quand même d'un moyen pour trier ces patients. Parmi ces moyens, il y a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le catch, il y a le chalice, il y a le PECARN. Donc PECARN, c'est un travail américain qui permet quand même de trier les patients avec une bonne sensibilité qui se rapproche à 100%. C'est très simple. Là aussi, l'algorithme, on voit, est-ce que l'enfant a un score de Glasgow qui n'est pas clean, 13 à 14, où il y a des signes d'altération de conscience? Dans ce cas, on ne discute pas. C'est le scanner cérébral. Par contre, si on est devant un enfant qui est à 15, score normal, on voit l'âge. Le deuxième élément de raisonnement, c'est l'âge. Quand vous avez un enfant à un âge moins 2 et il y a un haut risque de lésion intracérébrale, c'est-à-dire il y a des signes cliniques d'embarrure, s'il y a des signes cliniques, c'est le scanner. S'il n'y a pas de haut risque, c'est-à-dire que le risque est intermédiaire, hématome du scalp non frontal, perte de connaissance qui dépasse les 5 secondes, ou un mécanisme sévère, c'est-à-dire un décès, par exemple, où la vitesse était importante, ou comportement anormal de l'enfant selon les parents. Dans ce cas, il faut raisonner selon l'âge. Si un enfant moins de 3 mois, association de plusieurs facteurs de risque, il faut demander un scanner. S'il n'y a pas de risque intermédiaire, dans ce cas, il n'y a rien, c'est faible. Dans ce cas, c'est selon l'âge. Si c'est moins de 3 mois, on ne fait rien. Par contre, toujours quand c'est petit, donc c'est moins de 3 mois, on ne fait rien et on surveille à domicile. Par contre, c'est moins de 3 mois et on surveille à l'hôpital. Ça, c'est très important là aussi. Le milieu de surveillance, les moins de 3 mois, même s'ils sont à bas risque, on ne demande pas le scanner, mais on le surveille à l'hôpital. Par contre, c'est plus de 2 ans, on raisonne là aussi pareil. S'il y a un haut facteur de risque, c'est notamment les lésions de base de crâne. Dans ce cas, on demande un scanner. S'il n'y a pas un haut risque, on raisonne selon l'âge. Sinon, on ne fait rien. Donc, c'est ce qu'on appelle cette PECARN, c'est-à-dire que Pediatric Emergency Care, on peut la télécharger à travers une application, c'est le Medcal. Donc, une application médicale, on peut mettre l'âge, on choisit l'âge, c'est moins de 2 ans, il te donne. Est-ce qu'il faut surveiller à domicile? Est-ce qu'il faut demander un scanner? Quelle est la conduite? C'est très simple. Donc, ou afficher cette plaque de PECARN, et donc qui permet quand même de distinguer les enfants moins de 2 ans et les enfants plus de 2 ans. Et en ce cas, est-ce qu'il faut demander un scanner ou surveiller à domicile? Si on revient à un autre cas, c'était un enfant d'1 an qui était conscient. Un enfant moins de 2 ans, bien sûr conscient, il n'y avait aucun facteur de risque. Et donc, puisqu'il n'est pas âgé, il est âgé d'1 an, dans ce cas, on est là. Donc, pas de scanner et surveillance à domicile. Par contre, si c'est notre enfant, il avait 2 mois, donc il fallait hospitaliser, mais sans scanner. L'hospitalisation, 24 à 48 heures, parce que s'il y a des lésions, c'est en général pendant les 6 premières heures. Les lésions de base de crâne, comme je viens de voir pour les enfants de 2 ans, c'est parfois les ecchymoses palpebrales, ce qu'on appelle les canaux de fusil, ou les hémotympans. Si il faut examiner le tympan, parfois derrière l'oreille. De la base de crâne. Un autre élément maintenant, c'est ce qu'on appelle le protéine S sans bêta. S sans bêta, maintenant on parle beaucoup chez l'adulte, il y a des algorithmes, et même, il y a quand même des travaux chez l'enfant où on a ajouté le S bêta finalement dans le raisonnement de le même algorithme de PECARN pour réduire un peu la demande de scanner. Parce que quand même, le scanner, c'est des radiations. Et l'ajout de cette protéine S bêta, que ce soit chez les enfants moins de 2 ans ou les enfants plus de 2 ans, elle a permis de réduire la demande de scanner quand même de 30%. Donc, l'ajout de S bêta, sans bêta, qui est un biomarqueur, donc par voie sanguine bien sûr, biomarqueur de lésion tissulaire, cérébrale. Et donc, elle permet de réduire la demande de scanner.
Le deuxième élément, c'est le traumatisme crânien modéré, c'est-à-dire quand le Glasgow est à 9/12e. Le risque, c'est l'hématome extradural ou sous-dural, principalement chez les petits enfants. Deuxième élément, c'est les crises d'épilepsie qui peuvent survenir. C'est 5 à 10%, surtout pendant les 2 premières heures. Il n'y a pas de consensus, malheureusement, pour le modéré. Mais le scanner doit être systématique. Il faut l'hospitaliser minimum 24 heures et le prendre en charge comme le grave, on verra, et lutter contre les axos, c'est-à-dire les facteurs d'agression cérébrale d'origine systémique. Et tout traumatisme crânien modéré, il peut évoluer vers un traumatisme crânien grave. Le deuxième élément, chez les patients, c'est modéré. On a demandé un scanner initial et ce scanner était négatif. Il n'y avait pas de lésion. Et l'enfant ne récupère pas, c'est-à-dire le score de Glasgow ne décolle pas, ne dépasse pas 12. Dans les 2 heures suivant l'accident ou l'état neurologique s'aggrave, il faut répéter le scanner. Et si le deuxième scanner est normal, il est toujours négatif, et l'enfant ne s'améliore pas neurologiquement, il se dégrade, il faut penser à des convulsions infracliniques, demander l'EEG, demander parfois un angioscan, parfois des lésions de la carotide qu'on ne voit pas au scanner, ou demander l'IRM pour éliminer les lésions axonales diffuses. Je parle des enfants qui se dégradent neurologiquement où l'état neurologique est altéré et le scanner cérébral est normal. Ça, on peut découvrir des hématomes extradurales, des plaies crânio-cérébrales et des lésions axonales. Maintenant, je passe au traumatisme crânien sévère. Traumatisme crânien sévère quand le score de Glasgow est strictement inférieur à 9. Tout en sachant qu'un modéré peut passer vers un traumatisme crânien sévère. Et les enfants font rapidement de l'œdème, ce qu'on appelle le brain swelling, beaucoup d'œdème, et c'est pour cette raison qu'on dit que les enfants meurent en parlant, parce qu'ils font parfois une poussée d'œdème et ils peuvent engager, donc il faut être vigilant pour ces enfants. Le mécanisme, il y a des lésions primaires, c'est les contusions, les hématomes, des lésions axonales diffuses, et le mécanisme, c'est les lésions de coup, de contre-coup, accélération, décélération, et parfois des mécanismes pénétrants. Et ces lésions primaires, elles peuvent évoluer vers les lésions secondaires, notamment l'ischémie, par l'hypoxie, l'œdème, la compression, ce qui augmente la morbie et la mortalité. Et donc, il y a des actions thérapeutiques pour ne pas arriver ou pour ne pas aggraver les lésions secondaires. Pour cela, on a un certain nombre de principes de connaître la différence entre l'enfant et l'adulte. Notamment, il faut savoir que l'enfant, sa performance myocardique elle est faible, en particulier avant un an, que le débit cardiaque, elle dépend beaucoup plus de la fréquence cardiaque. Si un enfant commence à bradycardie, c'est-à-dire que l'enfant il est en train de diminuer son débit cardiaque, que la consommation d'oxygène chez l'enfant est très importante, que les réserves sont faibles, donc l'enfant peut faire rapidement de l'hypoxie, que l'enfant il a un gros abdomen, s'il a des troubles de conscience, rapidement il peut inhaler, et qu'il a une faible réserve en glucose, donc rapidement il peut faire l'hypoglycémie. Et donc, connaître l'hémodynamique, l'état respiratoire, on a besoin de connaître quand même les paramètres. Ça aussi, il y a quand même une application qui s'appelle PDREF, qu'on peut télécharger gratuitement et qui peut vous donner, selon l'âge, quelles sont les normes vitales, quelle est la sonde d'intubation à utiliser, quel est le laryngoscope à utiliser, quelle est la sonde d'aspiration, quelle est la sonde d'intubation, et ça peut faciliter la tâche. Ça, c'est un exemple, même il nous donne quand même la taille de la sonde d'intubation et le reste. Puis l'autre élément à connaître sur le plan anatomique, il faut connaître que le cerveau de l'enfant, c'est à peu près 19% de poids du corps. Puis après, elle diminue progressivement. Finalement, au départ, c'est à 15% du poids du corps, c'est-à-dire 1/10 du corps. Alors, par contre, chez l'adulte, le crâne, c'est le 1/50 du poids du corps. L'autre élément physiopathologique, le débit sanguin cérébral chez l'enfant, il est important. Donc 25%, c'est pour le cerveau, alors que chez l'adulte, 15%. Et le métabolisme, là aussi, c'est important chez l'enfant. Le cerveau, c'est un organe très important et actif chez l'enfant. L'autre élément, ce qu'on appelle la tranche d'autorégulation chez l'adulte, elle se situe entre 50 et 150. Chez l'enfant et chez le nouveau-né, elle est beaucoup moins. Et donc, chez le nouveau-né et l'enfant, si la tension chute, il peut faire rapidement de l'ischémie. Si la tension augmente, il peut faire rapidement de l'hémorragie. Donc, il faut quand même avoir un équilibre hémodynamique très strict. L'autre élément aussi pour l'équilibre hémodynamique, il faut savoir que l'hypercapnie, ça vasodilate le cerveau. Donc, il faut maintenir la capnée dans une fourchette normale. Et la PaO2, là aussi, c'est un élément qui permet la régulation du débit sanguin cérébral.
tout en sachant que la boîte crânienne elle est formée de 3 composantes, le cerveau, le liquide cérébrospinal et le sang. Et le tissu cérébral, c'est 80%, le sang, c'est 10%, et le LCR, c'est 10%. Cette boîte crânienne, ce cerveau, elle est dans une boîte crânienne. Chez les petits, elle est séparée par des sutures et les fontanelles. Et on a l'impression que l'enfant peut se défendre facilement contre l'hypertension intracrânienne avec ses sutures. Il ne fait pas d'hypertension intracrânienne. Alors que c'est faux. Hein. L'enfant, il a une compliance cérébrale faible par rapport à l'adulte. Donc l'enfant, il peut engager plus rapidement en cas d'hypertension intracrânienne aiguë. Donc, tout en sachant que la pression intracrânienne chez l'enfant de 1 à 4, nourrisson 0 à 16, mais ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut retenir, que l'hypertension intracrânienne, que ce soit l'enfant ou l'adulte, on l'a définie par une hypertension intracrânienne plus de 20 mm de mercure de façon soutenue. Et la pression de perfusion cérébrale, là aussi, hein, qui est la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne, doit être chez l'enfant de 0 à 50, à 5 ans de 40 mm de mercure, et chez l'enfant de 6 à 7 ans de 50 mm de mercure. Donc ça, c'est très important, cette pression de perfusion cérébrale. C'est les sutures et la loi de Monroe-Keeley et les différentes composantes, le cerveau, le LCR, le sang. S'il y a de l'hypertension crânienne, un composant comprime l'autre composant. Mais rapidement, l'équilibre peut être dépassé et l'enfant peut engager. Donc, c'est en résumé. Par rapport à l'adulte, l'enfant est plus fréquemment neurotraumatisé, se met rapidement en choc, se refroidit plus rapidement, se met rapidement en insuffisance respiratoire et se met rapidement en acidose, en hypoglycémie, et il a plus à risque d'atteinte cérébrale secondaire. Donc, il faut quand même s'organiser pour l'enfant. La prise en charge, c'est une chaîne, la chaîne de survie, qui commence au lieu de l'accident, durant le transport, à l'arrivée, durant les examens et au milieu de soins intensifs. Pour faire tout ça, donc il faut connaître ces éléments qu'on a vus, un peu de physiopathologie, et s'organiser à travers des protocoles. Les protocoles améliorent la prise en charge, et l'idéal, c'est avoir des centres de trauma. Donc, les consensus de prise en charge de traumatisme crânien grave, je rappelle que c'est le premier en 2003, le deuxième en 2012 et le dernier en 2019. Donc, c'est un peu barbare, cet algorithme de dernière recommandation, c'est trop chargé, mais on va essayer quand même de décortiquer un peu quelques principes. Chez l'enfant neurotraumatisé, il faut commencer par le simple, c'est le ABC. Tout d'abord, il faut libérer les voies aériennes, vérifier la respiration et la circulation. On sait que l'hypoxie et l'hypotension, c'est les ennemis d'un enfant traumatisé crânien. Il faut évaluer neurologiquement par le score de Glasgow, et remplir par le sérum salé isotonique, pas de sérum glucosé pendant au moins les premiers 24 heures, protéger le cerveau. Pensez à un enfant qui a un traumatisme crânien grave, c'est un enfant porteur de lésions du rachis cervical, et rien au départ par le nez, c'est suspicion de traumatisme crânien de la base du crâne. Donc on peut passer une sonde gastrique par voie nasale. Cette sonde gastrique, elle peut passer à travers la base du crâne et passer dans le cerveau. Donc, prévenir les lésions secondaires et lutter contre l'hypoxie et le choc. Donc, les principes de prise en charge initiale, là aussi, sont publiés dans les guidelines. Les derniers guidelines, c'est de 2021. Le score de Glasgow est un score de Glasgow adapté à l'enfant. Et si on a oublié ce score de Glasgow, il y a ce qu'on appelle le AVPI, le Alert, V-Voice, P-Pain et U-A responsive. Donc, les critères d'intubation, c'est vrai, on dit que plus de 8, score de Glasgow moins inférieur ou égal à 8, il faut intuber, mais nous, on n'adopte pas ça. Pour nous, on intube, c'est le score de Glasgow inférieur ou égal à 10, c'est l'enfant qui a une anésocorie, c'est l'enfant qui a une apnée, c'est l'enfant qui a de l'hypercapnie ou l'enfant est polypnique. Les éléments de cet algorithme, c'est que la position semi-assise, 30 degrés, pensez à l'oxygénation, à contrôler CO2, pensez à avoir un équilibre hémodynamique, pensez à régler un problème hémorragique, perfusé par le sérum salé, pas d'hyperthermie, la normothermie, sédater l'enfant et probablement prévenir les convulsions par la phénitoïne ou le Keppra. Et parfois, quand il engage une hypertension intracrânienne importante, il faut penser à faire la craniectomie décompressive. Quand il y a un risque d'engagement, quand l'hypertension est réfractaire, donc il y a quand même beaucoup de traitements à faire, notamment dans ce cas, c'est les barbituriques, l'hypothermie qui devient importante, et bien sûr le monitorage, il y a la pression intracrânienne,
D'autres monitorages de Doppler transcrânien, c'est très important là aussi chez l'enfant. Ça, on le pratique de façon presque fréquemment en réanimation. Les deux éléments qui orientent vers l'état d'engagement, c'est l'index de pulsatilité qui dépasse le 1,3. Le NIRS, ça peut aider. Et l'hypothermie, à travers plusieurs études, l'hypothermie thérapeutique, 32 à 34, c'est inutile chez l'enfant, sauf si l'enfant est en hypertension intracrânienne réfractaire. Le traumatisme thoracique, c'est fréquent l'association, et ça, on parle d'avoir une normoxie et une capnie normale. Chez le traumatisme crânien, c'est difficile. Là aussi, c'est un vrai challenge entre gérer un traumatisme crânien avec un traumatisme thoracique. Je vais rapidement passer les chicken baby ou abusif head trauma. Malheureusement, c'est fréquent ailleurs, mais dans notre contexte, on ne les voit pas. C'est beaucoup plus probablement, c'est les coups de fesses, les claques de fesses. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup, j'ai aucune expérience concernant le abusif head trauma. Les simulations, ça peut... Pardon? Oui. Maintenant, en anglais, on l'appelle AHT, parce que c'est un peu plus vaste. La simulation, les scénarios de simulation, ça peut aider. Et le devenir, les conséquences, il y a plusieurs travaux qui sont effectués sur les conséquences, notamment sur le plan biologie. Les enfants après un traumatisme crânien, même modéré, ça peut se compliquer de fatigue, troubles cognitifs, émotionnels. Donc il y a un changement de comportement, il y a un travail à faire. J'ai un film, mais je n'ai pas le temps. En conclusion, la connaissance des outils de décision, notamment le PECARN pour les traumatismes crâniens légers, des guidelines pour le traumatisme crânien modéré ou sévère, et l'objectif dans le futur, c'est associer cette non-réanimation à la stratégie de manipulation tissulaire ou à l'échelon cellulaire, et afin de favoriser probablement la régénération et la réadaptation. Et je vous remercie.